Maintenant que le décor sur les séries numériques est bien planté, on connaît maintenant bien le vocabulaire associé, le terme général, les suites des sommes partielles, la série, et bien maintenant qu'on a bien défini les objectifs, c'est déterminer la nature d'une série, on va s'occuper de déterminer la nature de quelques séries importantes, la série géométrique d'une part et la série dont la somme est la fonction exponentielle d'autre part. On va commencer par les séries géométriques. On va déjà faire un léger rappel sur les suites géométriques. On rappelle qu'une suite géométrique, c'est une suite de la forme q puissance n où q est un nombre complexe. On rappelle que leur comportement asymptotique est complètement connu, puisque si q est égal à 1, la suite converge vers 1, elle est même constante égale à 1. Si le module de q est strictement plus petit que 1, alors dans ce cas-là, cette suite géométrique converge vers 0. Dans tous les autres cas, elle diverge, soit en étant bornée lorsqu'elle est sur le cercle trigo avec une raison différente de 1, soit en étant non bornée lorsque la raison est strictement plus grande que 1. Donc on va étudier la nature de ces séries géométriques. Alors déjà, on va poser le problème, hein. Étudier pour l'instant la nature d'une série, c'est être capable de déterminer la limite, si elle existe, de la suite de ces sommes partielles. Donc on va déjà s'intéresser à la suite des sommes partielles, on va se donner un entier naturel n supérieur ou égal à 0, et on aimerait calculer la somme pour k variant entre 0 et n de q à la puissance k. Alors il se trouve que cette somme est entièrement connue, c'est une formule qu'on a vue en début d'année sur le calcul des sommes. On a vu que cette somme valait n plus 1 si la raison était égale à 1, et cette somme valait 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q, ça c'était lorsque la raison était égale à 1. Étant donné que cette somme-là, on sait la clore, déterminer la nature de la série, c'est déterminer la nature de cette somme, c'est donc déterminer la nature de ces suites-là. Donc on voit tout de suite qu'on va avoir besoin du comportement asymptotique d'une suite géométrique, puisque le comportement de la somme, ça va être le comportement de ce terme, puisque c'est le seul qui dépend de n. Donc on va tout de suite entamer une disjonction de cas, on va tout de suite regarder ce qui se passe si la raison est égale à 1. Alors si q est égal à 1, dans ce cas-là, la suite des sommes partielles an, elle est directement calculable et vaut n plus 1. Cette suite, il est clair qu'elle tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. On peut donc dire que la série, elle diverge. On dira bientôt, hein, on verra ça ce matin, qu'elle diverge même grossièrement, hein. Ensuite, on va regarder ce qu'il se passe lorsque q est différent de 1. Et là, on va voir, on va déjà expliquer que la nature de an, c'est la nature de cette suite-là, hein. Donc, qu'est-ce qui q est différent de 1? Ou dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser la formule. Et bien, dans ce cas-là, la suite an, on vient de le dire, est égale à 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. On a directement cette expression-là. Et donc, on voit que la nature de cette suite est directement liée à la nature de la suite q puissance n. Donc, on peut déjà déduire que si la suite q, enfin si le module de q est strictement plus petit que 1, alors la suite q puissance n plus 1, elle converge. On peut la voir comme q fois la suite q puissance n, donc cette suite-là converge, et on peut même dire qu'elle converge vers 0 a priori. Donc on est capable de déterminer dans ce cas particulier la limite de la suite à n. La suite à n, la suite des sommes partielles de ma suite géométrique ici, lorsque n tend vers l'infini, ça tend vers 1 sur 1 moins q. Donc on vient bien de démontrer que dans ce cas-là, la série est convergente, et comme sa somme c'est la limite de la suite des sommes partielles, on vient de récupérer la somme de la série qui sera égale à 1 sur 1 moins q. Il nous reste à voir ce qu'il se passe dans tous les autres cas. Bien, dans tous les autres cas, on sait que la suite q à la puissance n plus 1, elle diverge. Ça, c'est ce qu'on a dans tous les autres cas, puisque le cas où q est égal à 1, au module de q strictement plus petit que 1, a été donné. L'objectif, ça va être de démontrer que si cette suite diverge, la suite an, elle sera automatiquement divergente. Alors pour le démontrer, c'est pas bien compliqué, on va utiliser les opérations sur les suites convergentes, et on va raisonner par l'absurde. On va dire, supposons que la suite an converge, donc supposons la suite an convergente, donc on va supposer ça, et on va essayer d'aboutir à une contradiction, donc, et raisonnons par l'absurde. Bon, allez, on se remet dans le bain sur les suites, donc on fait les choses vraiment proprement, et raisonnons par l'absurde. On va faire ce
qu'on fait habituellement dans ces conditions-là, on va isoler les termes convergents et on va isoler le terme qu'on pense divergent pour essayer à une contradiction. Donc je vais partir de cette égalité-là que je vais multiplier par 1 moins q. Donc on va récupérer que 1 moins q à n va être égal à 1 moins q à la puissance n plus 1. Donc ici, on va isoler tout ce qu'on pense convergent. Donc on va exprimer q puissance n plus 1 en fonction de ce qui est convergent. Donc 1 facteur de 1 moins q fois an. Or ici, vous avez une combinaison linéaire de suites convergentes. Donc ici, la suite qui est associée à ce terme général est une suite convergente. Et on aboutit immédiatement à une contradiction, puisqu'on a déjà dit que la suite q puissance n plus 1 divergeait, donc elle ne peut pas être une suite, elle peut pas être égale à une suite convergente. Hein. Donc on arrive donc à une absurdité, d'où une absurdité. On en déduit donc que le raisonnement par l'absurde fonctionne. On avait supposé la suite à n convergente, on arrive à une absurdité. Donc on récupère que la suite AN est bien une suite divergente. Donc si la suite AN diverge, on récupère donc dans ce cas-là la série de terme général q puissance n, quand n est supérieur ou égal à 0, est bien une série divergente. Moralité, on vient de dire que si q est égal à 1 et si q est si q n'est pas de module strictement plus petit que 1, on vient de démontrer que cette série elle est divergente et on vient de démontrer que la série converge lorsque q est égal à 1. Donc on a tout maintenant pour citer le théorème sur les suites géométriques. Nous venons donc de démontrer le théorème suivant qui donne la nature de la série géométrique somme des q puissance n. Cette série est convergente si et seulement si le module de q est strictement plus petit que 1. Et le cas échéant, comme on a montré que la suite des sommes partielles converge vers 1 sur 1 moins q, on obtient que la somme de la série, c'est 1 sur 1 moins q. L'un des seuls résultats qu'on avait vu dans la session de cours précédente, c'était que la nature d'une série n'est pas modifiée si on modifie un nombre fini de termes dans son terme général. Alors si on reprend le théorème qui est ici, on pourrait donc généraliser ce théorème en citant le corollaire suivant, que si je prends la somme géométrique a priori à partir du rang n0, j'obtiens une série convergente si et seulement si son module, le module de sa raison, est strictement plus petit que 1. Donc là, on va voir que ce résultat-là est une simple application du théorème que l'on a cité. Donc je réécrive successivement le résultat du théorème. La nature d'une série, convergente ou divergente, ici c'est la partie convergente qui va m'intéresser, la nature d'une série n'est pas modifiée si et seulement si on modifie un nombre fini de ces termes. Voilà, je modifie un nombre fini de ces termes en remplaçant les termes d'indice n0 jusqu'à n0-1 par 0. Eh bien, le théorème qu'on a cité la dernière fois assure qu'on récupère des séries de même nature. Si la première était convergente, la seconde le sera. Donc si j'applique le théorème précédent, je peux déjà dire que la série de termes général q puissance n pour n supérieur ou égal à 0 est convergente si et seulement si la série de termes général q puissance n mais prise à partir de n0 est également convergente. Comme le théorème ci-dessus atteste que la série géométrique de raison q converge si et seulement si le module de sa raison est strictement plus petit que 1, par transitivité de équivalent, je récupère bien que cette série est convergente si et seulement si son module est strictement plus petit que 1. Alors attention tout de même à un point, c'est qu'on avait bien dit quand on avait cité et démontré ce théorème, que si la nature de la série n'était pas impactée par cette transformation, la somme, elle l'est. A priori, il n'y a aucune raison que la somme de cette série et la somme de cette série soient la même. D'ailleurs, on va montrer le contraire. Pour calculer la nouvelle somme de cette série, on va calculer la suite des sommes partielles. Et ben voilà, téléphone. C'était le patron, Gigi. Bon, allez, trêve, on reprend. Donc l'objectif c'était de calculer la suite des sommes partielles de cette série. Donc ce sera la somme pour k variant de n0 à n. Alors attention, de q à la puissance k. Attention à bien modifier l'indice pour calculer la suite des sommes partielles. Alors cette somme-là, c'est une somme géométrique, on sait la clore. Donc on va récupérer le premier terme, q à la puissance n0, sur 1 moins q à la puissance le nombre de termes. Donc c'est n moins n0 moins 1.
moins n0 moins 1 avec des parenthèses, donc 1 plus 1, sur 1 moins q. Donc on sait déjà que cette suite, elle converge, hein, puisqu'on est dans la condition où la série converge, donc la suite des sommes partielles converge. Le seul terme qui dépend de n, c'est le terme qui est ici, mais on sait que la suite q puissance n, elle converge vers 0, donc si vous la multipliez par q puissance 1 moins n0, elle sera aussi convergente vers 0, puisque vous la multipliez par un terme qui ne dépend pas de n. Donc on peut dire que le terme q puissance n moins n0 plus 1, ce terme-là converge vers 0 par limite des suites géométriques de raison en module strictement plus petit que 1. Donc par opération sur les limites, vous récupérez que AN, c'est une suite qui converge lorsque n tend vers plus l'infini, vers q à la puissance n0 sur 1 moins q. Donc on vient de retrouver le fait que la série de termes général q puissance n avec un départ à n0 converge. Bon, c'est pas une surprise, ça on le savait déjà. Et on voit que sa somme est effectivement impactée. La somme pour n variant de n0 à plus l'infini de q à la puissance n, la somme est impactée. On ne retrouve plus la somme géométrique quand le point de départ est à 0. On retrouve une autre valeur, hein, ce qui permet de voir ici sur un exemple qu'effectivement la nature ne change pas, mais la somme, elle change. Passons à l'exercice d'application où il est question de déterminer la nature et la somme de la série numérique dont le terme général est donné par, alors on va lui donner un nom, hein, AN va donc être égal à racine cubique de 4 à la puissance n, e à la puissance moins n. Alors on voit effectivement qu'en écrivant les puissantes explicitement, on a probablement affaire à une suite géométrique, puisque la racine cubique, on sait que c'est la puissance 1 tiers, multipliée par e à la puissance moins n. Or, il est bien connu que quand les puissances s'empilent, elles se multiplient. Donc, comme elles se multiplient par commutativité du produit, je peux évidemment les empiler différemment sous cette forme-là. Donc là, on a une expression de la forme a puissance n fois b puissance n, par opération sur les puissances. Cela, ça va donner 4 à la puissance 1 tiers sur le nombre e, le tout à la puissance n. Donc on a effectivement affaire à une suite géométrique, hein, puisque ici le terme qui est sous la puissance n, c'est un terme qui ne dépend pas de n. Donc on a affaire à une suite géométrique de raison 4 sur p. Donc pour savoir si cette série est convergente, on peut directement faire référence au corollaire, en disant cette série est convergente si et seulement si le module de ce nombre est strictement plus petit que 1. Or, bon, ce nombre-là est déjà un nombre réel, qui est clairement strictement positif. Donc la seule chose qui nous reste à faire maintenant, c'est de savoir si son module est strictement plus petit que 1. Pour ça, on va peut-être pas prendre nos calculatrices, hein. Ceux qui sont en train de prendre leur calculatrice, je vous vois, je vous vois, je vous vois, Big Brother est toujours là, hein. Donc attention, on ne va pas prendre sa calculatrice, on va réfléchir à comment procéder pour démontrer que ce nombre est strictement plus petit que 1. Moi, j'ai envie d'appliquer la fonction logarithme, hein, pour linéariser l'expression. Ce nombre est en effet strictement plus petit que 1 si et seulement si son logarithme est strictement plus petit que 0. Donc déjà, le logarithme, on peut bien le prendre puisque ce nombre est strictement positif. Et il va nous permettre de linéariser cette expression en 1 tiers ln de 4 moins ln2. Alors, je vais être conservateur, hein, je ne vais pas écrire que ln2 est égal à 1, puisque moi, dans mon esprit, étant donné que j'ai une différence, l'idée serait d'utiliser la monotonie de la fonction logarithme, même sa stricte monotonie. Pour ça, je vais aller encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire ce log de 4, je vais l'écrire log de 2 au carré. Log de 2 au carré, c'est 2 ln de 2. Donc finalement, on va récupérer une expression, tout calcul fait, qui s'écrit sous cette forme-là. Or, nous, ce que l'on sait, c'est que par stricte croissance de la fonction logarithme, on a déjà ln de 2 qui est strictement plus petit que ln de 1. Quand vous multipliez un nombre strictement positif par 2 tiers, vous récupérez évidemment un nombre plus petit que le nombre originel. Donc vous récupérez que 2 tiers de ln de 2 est bien strictement plus petit que ln de 1, ce qui atteste que ce nombre-là est strictement positif. Donc on récupère bien que le module de notre raison est strictement plus petit que 1, donc on récupère bien que la série de termes général racine cubique de 4 à la puissance n exponentielle de moins n, on récupère bien que cette série est convergente. Alors il nous reste maintenant à appliquer
le théorème pour pouvoir récupérer sa somme. Donc on peut directement appliquer le théorème maintenant qu'on sait qu'elle converge, puisque la somme pour n variant de 1 à plus l'infini, alors là je vais reprendre la valeur de q que j'ai posée ici, donc de q à la puissance n, d'après mon résultat, c'est le premier terme qu'on factorise sur un moins q. En réécrivant la raison sous cette forme-là, donc on va récupérer ici 4 à la puissance 1 tiers divisé par e multiplié par 1 moins 4 à la puissance 1 tiers sur e. On peut simplifier globalement cette expression pour obtenir, allez, on va écrire le résultat bien proprement, que la somme pour n variant de 1 à plus l'infini de la racine cubique de 4 à la puissance n e à la puissance moins n, c'est donc 4 à la puissance 1 tiers, le tout divisé par e moins 4 à la puissance 1 tiers. Donc là, on a bien établi que cette série est convergente et on a calculé sa somme. Alors une autre série de référence, ça sera la série x puissance n sur factoriel n, série dont on va démontrer qu'elle est convergente et dont la somme est égale à exponentielle x. Donc vous avez vu que dans votre cours, c'est l'objet d'un exercice, hein, c'est l'objet de l'exercice numéro 6. Je ne vais pas faire cet exercice-là, c'est un bon exercice d'intégration, mais je ne tiens pas à le faire parce que le prochain chapitre, ça sera l'intégration, et quand on verra le chapitre d'intégration, on va avoir une formule de Taylor qui s'appelle la formule de Taylor avec reste intégral, qui va nous permettre de démontrer très efficacement que d'une part cette série est convergente et que d'autre part sa somme c'est bien la fonction exponentielle. On va voir d'ailleurs que ce sera le point de départ de plein de nouvelles séries convergentes, puisqu'on va s'intéresser, une fois qu'on aura cette fameuse formule de Taylor, au fait que est-ce que les fonctions usuelles sont développables en série, c'est-à-dire est-ce qu'on peut écrire ces fonctions usuelles comme des sommes de série, et on va voir qu'avec la formule de Taylor, on va faire pas mal de choses. Alors je ne vais pas reprendre cet exercice, je vous laisse le travailler, je vous ai dit, hein, c'est un excellent exercice d'intégration. Par contre, ce que j'aimerais qu'on regarde, et ce que je n'ai pas indiqué dans mon cours, on va faire une petite application. Ce qu'on va démontrer, c'est que le nombre de Neper est un nombre irrationnel. Hein. Donc on va utiliser le fait que le nombre de Neper s'écrit comme la somme pour n variant entre 0 et plus l'infini de 1 sur n factoriel. Donc on va prendre acte du résultat qu'on a démontré dans le cours, et on va démontrer, en utilisant le fait que E s'écrit comme la somme d'une série, on va démontrer que le nombre de Neper est un nombre irrationnel. Donc voilà l'objectif de ce qu'on va démontrer. Alors, je vous rappelle que pour démontrer qu'un nombre est irrationnel, on n'a pas deux voies possibles. On va supposer que E est un nombre rationnel, déjà d'une part, et on va raisonner par l'absurde. Hein. Voilà, ça c'est le point de départ incontournable pour démontrer qu'un nombre est irrationnel. Donc on va supposer qu'il s'écrit comme le quotient de deux entiers. Donc on va donc supposer qu'il existe un entier P et un entier Q. Alors a priori non nul, tel que le nombre exponentiel s'écrive P sur Q. Voilà, donc on va partir d'une écriture rationnelle de P. Alors l'étude de la fonction exponentielle a quand même montré que ce nombre E, c'était pas très compliqué de voir qu'il était confiné entre deux entiers consécutifs, entre 2 et 3. Donc ça, je vais partir de ce point de vue-là, ce qui va me permettre déjà de dire que P est bien un entier naturel, hein, et pas simplement un entier relatif, puisque ce nombre est clairement positif, et que Q est également supérieur ou égal à 2, puisque si P est égal à 1, ça signifierait que ce nombre est un entier, que le nombre de Neper, ce n'est pas un entier, par une simple étude de fonctions et des encadrements usuels, on peut l'obtenir. Donc, partant de là, on va justement utiliser cette somme de série en la coupant quelque part quand le dénominateur atteint factoriel Q. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire comme E, c'est sa somme partielle d'indice Q, c'est-à-dire 1 plus 1 sur factoriel 1, plus etc. plus 1 sur factoriel Q, plus ce qu'on a désormais appelé RQ, le reste d'indice Q de cette série. Je vous rappelle que le reste d'indice Q, attention, c'est la somme pour K variant entre Q plus 1 et plus l'infini de 1 sur factoriel K. C'est ça le reste d'indice Q. L'idée, ça va être de passer cette égalité qui vit a priori dans Q, hein, puisque vu ce que j'ai supposé, dans un ensemble qui est plus favorable, l'ensemble des entiers naturels. Donc pour pouvoir éliminer tous les dénominateurs qui sont ici, je vais multiplier chaque membre par...
Donc pour me ramener dans le cadre des entiers naturels, alors je ne vais pas faire la multiplication effective, hein, je vais simplement dire je multiplie ce terme-là par factoriel q. Donc on voit bien avec les propriétés de factoriel que ici on va récupérer déjà un entier naturel puisque j'ai supposé que E s'écrivait sous cette forme-là. Donc E ici ça serait factoriel q moins 1 fois P, et ceci est un entier naturel, puisqu'on a justement pris soin de multiplier par factoriel q de manière à obtenir un multiple entier de tous les dénominateurs. Donc plus notre fameux reste qui lui aussi est multiplié par factoriel q. Donc on récupère que factoriel q fois rq est nécessairement un entier naturel, parce qu'il est positif déjà d'une part, et parce qu'il est différence d'entiers naturels. Donc on récupère directement que ce nombre-là est un entier naturel. Et c'est justement cette propriété que je vais rendre absurde. Alors déjà d'une part, quand on écrit factoriel q rq avec la somme de la série, je vais le réécrire comme ça puisque c'est vraiment en regardant le terme général que je vais raisonner. Bon, je m'aperçois déjà que le nombre qui est là, il est clairement strictement positif. Strictement positif, pourquoi? Parce que la somme de cette série est plus grande que son premier terme. Effectivement, on ne rajoute que des termes positifs. Donc on peut déjà dire que factoriel q fois rq est donc supérieur ou égal à factoriel q multiplié par le premier terme de cette somme, 1 sur factoriel q plus 1. On récupère donc que ce nombre-là est supérieur ou égal à factoriel q plus 1, enfin à factoriel q sur factoriel q plus 1, donc 1 sur q plus 1 qui est strictement positif. Si on parvient à majorer ce terme-là par un nombre qui est strictement plus petit que 1, on aura gagné. Alors pour ça, on va devoir travailler un petit peu sur le terme général. Donc je vais faire rentrer factoriel q dans cette somme-là. Alors ça, je ne peux pas le faire a priori directement, j'ai encore pas les théorèmes pour le faire. Donc ce que j'aimerais finalement, c'est dire quelque chose comme ça. Donc comme je ne sais encore pas manipuler les sommes infinies, je vais travailler avec la suite des sommes partielles que je vais chercher à majorer. Donc ça, je vois ça comme la somme d'une série. C'est la série dont la suite des sommes partielles, c'est la somme pour k variant entre q plus 1 et grand N de 1 sur factoriel k. Donc la série qui est associée au reste, c'est la série qui possède ce terme général. Ceci, si je le multiplie par factoriel q, là il n'y a strictement aucun problème. Là j'utilise juste la distributivité du produit par rapport à la somme. Et donc on va récupérer que la somme qu'on récupère, c'est donc factoriel q sur factoriel k. Alors évidemment, ici k étant supérieur ou égal à q plus 1, ce terme-là, il va considérablement se simplifier. Effectivement, si k est un entier supérieur ou égal à q plus 1, quand vous écrivez factoriel q sur factoriel k, vous allez donc récupérer que les termes en factoriel q ici vont tous se simplifier. Il ne va rester dans le produit que les termes qu'à partir de q plus 1. Donc il va nous rester q plus 1 fois q plus 2 fois, etc. Alors le etc. justement, c'est ça qui va être intéressant. Ça va être quoi? Ben pour ça, il suffit de compter le nombre de termes que l'on a dans l'expression. Ici, dans factoriel k, vous avez le produit de tous les entiers consécutifs entre 1 et k. Si vous enlevez le produit des entiers consécutifs entre 1 et q, il va vous rester justement, a priori, k moins q termes. Donc là, on va récupérer k moins q termes. K moins q termes dans le produit, facteur, puisque c'est les termes d'un produit, donc on peut les appeler des facteurs. Comme le premier terme ici est égal à 1 et qu'on a k moins q termes, donc là je vais récupérer, je peux l'écrire comme ça, q plus k moins q. C'est comme ça qu'on peut aussi revoir comme on peut compter les termes dans ces différents produits. Donc le tout avec un numérateur 1, puisque j'ai déjà simplifié la factorisation, j'ai déjà simplifié avec la factorisation la fraction. Là, mon objectif, c'est de majorer le reste, donc je vais essayer de majorer ce terme-là en essayant d'être le moins violent possible. Ben, je vais simplement constater que pour obtenir une fraction plus grande, il faut que je rende le dénominateur plus petit. Eh bien, je vais remplacer tous les termes de ce produit de termes positifs. Je vais tous les remplacer par q plus 1. Alors, comme q plus 1 est un nombre qui est plus petit, on va récupérer évidemment qu'en minorant le dénominateur, on agrandit la fraction. En tuant des gangsters, on agrandit le butin.
Et là, il y a toujours le même nombre de termes, puisque mon opération, ça a été de minorer chacun de ces q-k termes, q-k facteurs, par q plus 1. Donc on récupère que cette expression, elle est donc inférieure ou égale à une puissance. Ça va être q plus 1 à la puissance q-k. Voilà ce que je récupère. Donc là, j'effectue la majoration. Donc on va récupérer la somme pour k variant de q plus 1 à grand N de 1 sur q plus 1 à la puissance k-q. Alors on s'aperçoit qu'on fait naître une somme géométrique ici. Alors il y a quelques termes qui vont probablement parasiter, mais pas tant que ça, parce que si vous regardez bien, ici le démarrage de k c'est à q plus 1, donc le premier terme qu'on va récupérer c'est 1 sur q plus 1. Donc je vais continuer la majoration ici. Voilà. En réindexant la somme, je vais faire partir cette somme de 1 jusqu'à, alors ça justement on va voir, si j'abaisse ici l'indice de sommation de Q, il faut que je l'abaisse aussi ici de Q, et il faut que je l'augmente ici de Q dans la somme. Il faut qu'il y ait l'effet des vases communicants. Donc on va récupérer cette expression-là. On va quand même vérifier que ça match. Ici, pour k égale q plus 1, on va récupérer q plus 1 à la puissance 1. Ici, quand k est égal à 1, je récupère bien q plus 1 à la puissance 1. Et ici, quand k est égal à n, je récupère q plus 1 à la puissance n-q. Ici, quand k est égal à n-q, je récupère bien q plus 1 à la puissance n-q. Donc c'est bien la même somme. Or, cette somme-là est une somme géométrique. Donc cette somme-là, on sait parfaitement la clore, et surtout, on connaît son évolution lorsque n tend vers l'infini. Et oui, le nombre 1 sur 1 moins q est un nombre positif, donc la suite qui est ici va être croissante. Si elle est croissante, elle est majorée par sa limite. Ça, c'est le théorème de la limite monotone. Or, la limite de cette suite, c'est la limite de la suite des sommes partielles d'une série géométrique. Donc ceci va être majoré par la somme pour k variant entre 1 et plus l'infini de 1 sur q plus 1 à la puissance k. Alors je précise évidemment, là c'est un moment important, que évidemment tout ça, ça existe, tous ces termes-là existent, puisque le terme 1 sur q plus 1 est un nombre qui est a priori strictement positif et strictement plus petit que 1. Donc on applique le théorème sur les séries géométriques, après avoir vérifié que ce qui fait office de raison est bien un nombre qui est strictement plus petit que 1 et strictement plus grand que 0. Donc la suite des sommes partielles croissantes est majorée par sa limite qui est la somme de la série, somme d'une série géométrique. Or, la somme de cette série géométrique, on sait la calculer. La somme de cette série géométrique, c'est... bon, je vais changer de feuille. La somme de cette série géométrique, je la réécris, c'est la somme pour k variant entre 1 et plus l'infini de 1 sur q plus 1, le tout à la puissance q. C'est donc le premier terme de la série. Le premier terme de la série, c'est 1 sur 1 moins q, 1 plus q, pardon, multiplié par 1 sur 1 moins la raison. La raison, c'est 1 sur 1 plus q. Donc on voit tout de suite qu'en réduisant, en multipliant cette fraction par ce dénominateur, on va récupérer 1 plus q moins 1. On va donc récupérer 1 sur q. Donc la somme de cette série étant égale à 1 sur q, on obtient donc que quel que soit grand n supérieur ou égal à q plus 1, la majoration qui est ici, c'est-à-dire q factoriel multiplié par la somme pour k variant entre q plus 1 et grand n de 1 sur factoriel k, est majorée par 1 sur q. Mais cette majoration, elle est valable, ne l'oublions pas, quel que soit n supérieur ou égal à q plus 1. Moi, ce que j'ai maintenant envie de faire, c'est de faire tendre grand n vers plus l'infini. Et ça, c'est pas... Elle converge. Cette suite, elle converge, puisque cette suite, elle est associée à une série convergente. C'est à ce moment-là que j'utilise le théorème qui dit que cette série converge. Donc là, j'utilise le théorème pour x est égal à 1. Donc comme cette série converge, son reste est également une série convergente. Donc on peut faire tendre ici grand n vers plus l'infini, puisque c'est la suite des sommes partielles d'une série convergente. Donc comme cette suite converge et elle converge vers la somme de la série, en multipliant le tout par q, on récupère encore une suite qui est convergente.
Et donc on peut utiliser le théorème de passage à la limite dans les inégalités. Donc en faisant tendre Q vers n vers plus l'infini, on fait tendre grand N vers plus l'infini, on fait tendre grand N vers plus l'infini, on récupère que factoriel Q multiplié par la somme pour K variant entre Q plus 1 et plus l'infini des 1 sur factoriel K est inférieur ou égal à 1 sur Q. Donc là, attention, on a utilisé le théorème de passage à la limite dans les inégalités, dûment justifié, puisque ceci est le terme général d'une série convergente. Donc la suite des sommes partielles en démarrant à Q plus 1 est bien une série convergente, donc la limite qui est sa somme est bien majorée par ce terme qui ne dépend pas de n. Et là, vous avez tout de suite reconnu le reste RQ de notre série géométrique, de notre série exponentielle. Donc on récupère que factoriel QRQ est majoré par 1 sur Q. On avait déjà démontré que ce terme-là était minoré par 1 sur Q plus 1. Ça, c'est ce qu'on avait démontré. Or, on a bien dit que Q était supérieur ou égal à 2, donc ce terme-là est plus petit ou égal à 1,5. Ce terme-là est strictement positif. On vient de démontrer donc que factoriel QRQ appartient à l'intervalle ouvert 0, 1,5. Ce qui contredit immédiatement que factoriel Q fois RQ est un entier. C'est la contradiction attendue. Donc on avait supposé a priori que E était un nombre rationnel et on avait entamé un raisonnement par l'absurde. On arrive ici à notre absurdité. On ne peut pas être strictement compris entre 0 et 1,5 et être entier naturel. Donc on obtient au final que le nombre de Neper est bien un nombre irrationnel. Donc là on a une jolie démonstration de l'irrationalité de E. Pour la troisième section, on va étudier ce qu'on appelle la condition nécessaire de convergence. Alors, ce résultat est important dans les séries puisqu'il va nous permettre de déterminer la nature de plein de séries, la nature divergente de plein de séries. Mais outre l'importance de ce résultat, ce qui m'intéresse, c'est, comme dirait Ribéry, le virage à 360 degrés que la théorie va prendre. Pourquoi ? Jusqu'à présent, quand on a essayé de démontrer, d'établir la nature d'une série, on s'est systématiquement focalisé sur la suite des sommes partielles et sur le calcul de la suite des sommes partielles. Et il est bien naturel de penser qu'on ne saura pas calculer toutes les sommes partielles de séries, convergentes ou non. Donc, il va falloir développer, si possible, des résultats qui sont indépendants de la nature de la suite des sommes partielles et surtout du calcul de la suite des sommes partielles. Donc, on va chercher à développer dans la suite des résultats qui ne portent que sur le terme général. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut donner des informations sur le terme général qui sont suffisantes pour dire que la série converge ou pour dire que la série diverge. Donc dorénavant, c'est ce genre de résultat qu'on va chercher à cultiver, en ayant toujours un œil sur la suite des sommes partielles lorsqu'on peut dire quelque chose sur elle. Mais je commence à instiller une petite musique dans votre esprit, c'est les sommes partielles, ok, le terme général est aussi important et travaillons sur le terme général. Voilà donc le premier résultat qui permet de déterminer la nature de certaines séries, c'est-à-dire si une série est convergente, alors son terme général tend nécessairement vers 0. Donc je vous précise que c'est bien un résultat qui nous permet d'établir la nature de certaines séries, puisque ce qui va nous intéresser, c'est évidemment la contraposition. Donc si on contrapose cette relation, en contraposant, on va bien récupérer une condition a priori suffisante pour qu'une série diverge, puisque cette relation contraposée dit que si cette suite-là ne converge pas vers 0, alors ceci implique que la série de terme général AN diverge. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà beaucoup dit dans les séries. Des conditions nécessaires de convergence deviennent des conditions suffisantes de divergence. Donc ce qui signifie qu'une condition suffisante pour qu'une série diverge, eh bien, c'est que son terme général ne tende pas vers 0. Donc on a un premier résultat pour établir la nature d'une série qui ne porte pas sur la suite des sommes partielles, mais qui porte directement sur son terme général. Donc maintenant qu'on a vu un intérêt majeur de cette proposition numéro 11, passons à la démonstration. Alors pour démontrer ça, il suffit que je sois capable de passer de la suite des sommes partielles, qui est justement le chantre de la convergence de la série, à son terme général.
Alors là, on va encore une fois entendre une petite musique qu'on entend depuis le début de l'année. Je vous ai souvent dit, quand on dérive une intégrale, on récupère quelque part la fonction qui est sous l'intégrale, son intégrande, hein. La dérivée par rapport à x de l'intégrale entre a et x de f de t dt, quand on dérive ça par rapport à x, on obtient la fonction f. Et je vous avais dit, ben, on a des résultats qui sont complètement analogues pour les séries, où la somme va jouer le rôle de l'intégrale et la dérivée va être remplacée par ce qu'on appelle une dérivée discrète. Donc si je pose à n la suite des sommes partielles de ma série, donc, je vais l'indicer au départ à 0. Alors, je peux l'indicer à 0 puisqu'on sait que quand on démarre à n0, ça ne change rien, ça ne changera pas la nature de la série. La somme, mais pas la nature, et là c'est la nature qui m'intéresse. Donc si je considère la suite de ces sommes partielles, en toute logique, en calculant la dérivée discrète de cette somme, je vais récupérer le terme général. Ben, on va visualiser ça, hein. Tout calcul fait, je vais récupérer que an moins an-1. Ça va donc être la somme pour k variant entre 0 et n des ak, moins la somme pour k variant entre 0 et n-1 des ak. Alors évidemment, ça, je ne peux le produire que si n est supérieur ou égal à 1, pour qu'évidemment les sommes aient un sens. Alors, soit vous simplifiez directement, soit en écrivant les termes en extension, vous allez vite remarquer qu'il va rester qu'un seul terme au final, puisque les termes de la somme pour k variant de 0 à n-1 se simplifient avec eux, il nous reste donc bien que le terme à n. Donc quelque part, c'est bien la musique, c'est bien ça, c'est quand je dérive une somme, je récupère son terme général, alors parfois à une constante près, on verra dans quelle mesure, mais là on voit effectivement le lien qui existe entre la suite des sommes partielles et son terme général. Et ce lien-là, évidemment, il n'y a rien à dégager sur les dérivées discrètes, tout ça c'est parfaitement programme. Mais cette idée-là, elle sera très 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 présente dans les exercices pour prendre des initiatives notamment. Alors, revenons à notre démonstration, hein. On a supposé que la suite AN était convergente. Supposer que la série de termes général AN est convergente, c'est dire que la suite des sommes partielles est convergente. Donc on sait que par hypothèse, la suite des sommes partielles converge vers une limite, qui est la somme de la série, que je vais appeler L, qui est un nombre réel ou complexe. On sait que si la suite AN converge, la suite AN-1 converge également, et va aussi converger vers L. Pour revenir à la définition, hein, on a juste décalé de 1 les termes de la suite. Donc on obtient que la suite AN-AN-1 est convergente, c'est simplement une somme de suites convergentes. Elle va converger vers la somme des limites, donc L plus moins L. Ou si vous préférez L moins L, elle va donc converger vers 0 lorsque n tend vers l'infini. On a donc bien démontré que AN est une suite qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. On vient donc bien de démontrer que si la série de termes générales AN converge, alors la suite des sommes partielles va tendre vers 0. Donc on récupère bien une condition nécessaire de convergence. La convergence vers 0, elle est nécessaire pour avoir la convergence de la série, qui devient une condition suffisante de divergence pour une série. Alors attention au platane, hein, le virage dangereux est là, bien présent. Attention à la sortie de route. La réciproque est fausse. Donc, attention. On peut très bien avoir un terme général qui converge vers 0 et une série qui va être a priori divergente. Donc attention à ne pas mal utiliser ce résultat. Condition nécessaire de convergence et la contraposée me donne une condition suffisante de divergence. Donc attention à ne pas vous mélanger les pinceaux. Justement, l'objectif de la suite, c'est déjà d'étudier des petits contre-exemples à cette relation. On va voir un contre-exemple historique. On va voir le contre-exemple qui a été donné par Nicole Oresme et Pietro Mengoni, l'exemple de la somme harmonique, qu'on a déjà vu sur les suites, mais il est toujours bon de reprendre les figures imposées. Pour montrer que la réciproque est fausse, on va donc démontrer que ce qu'on appelle la somme harmonique, c'est-à-dire la série de termes général 1 sur n, diverge, ce qui sera bien un contre-exemple à la proposition numéro 10, puisque ici, 1 sur n est une suite qui tend vers 0. Donc on montrera bien qu'il existe des séries divergentes, malgré que le terme général tend vers 0. Donc malheureusement, cette condition, qui est nécessaire pour que la série converge, ne sera malheureusement pas suffisante. Donc on va développer donc l'exemple de la somme harmonique. Et pour ça, donc on va démontrer la proposition suivante. On va démontrer que la série de termes général 1 sur n est une série divergente.
Et ce qu'on va démontrer, là, on va être contraint de revenir à la suite des sommes partielles, on va démontrer que cette somme tend vers plus l'infini. Alors pour montrer que cette somme tend vers plus l'infini, l'idée de base, c'est de confronter le calcul de cette somme partielle, de minorer cette somme partielle par une somme qui tend vers plus l'infini et qu'on sait calculer. Alors nous, pour l'instant, des sommes qu'on sait calculer, il n'y en a pas énormément, à part les sommes bip 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 télescopiques. Donc on va essayer de faire une comparaison à une somme télescopique. Pour pouvoir faire une comparaison à une somme télescopique, on doit donc essayer de minorer le terme 1 sur k par un terme télescopique. Donc il faut se poser la question de savoir comment on peut réaliser ça. Pour ça, vous avez vu, je vous ai fait le graphe de la fonction 1 sur x. J'ai indiqué la valeur de 1 sur k. Et je me suis dit que le premier terme télescopique que je peux récupérer, ça peut être une intégrale télescopique par la relation de Schall. Alors effectivement, c'est la bonne idée, puisque le terme 1 sur k ici, je peux dire que c'est la mesure d'un rectangle. Ce rectangle-là, je vais prendre un côté qui mesure 1 sur k, pour ça je ne vais pas me fatiguer, je sais que ce côté mesure 1 sur k, et je vais m'assurer pour que l'aire d'un rectangle soit égale à 1. Pour avoir une aire qui mesure exactement 1 sur k, j'ai un côté qui est égal à 1, un côté qui mesure 1 sur k. On est donc sûr que l'aire de ce rectangle-là va mesurer exactement 1 sur k. Donc là, l'opération, elle est bonne. Il me reste maintenant à comparer ce 1 sur k à un terme qui est télescopique et qui est plus petit que lui. Et donc là, on voit que ce qui va faire office de cette aire-là, c'est la partie qui est ici sous la courbe. Or ça, c'est l'intégrale entre k et k plus 1 de dt sur t. Alors ça, je le constate géométriquement, que l'aire qui est ici située sous la courbe, elle est bien évidemment inférieure ou égale à l'aire qui est située sous le rectangle. Et la raison en est simple, la raison c'est simplement la monotonie, la décroissance de la fonction qui a x associée à 1 sur x. Si on veut en faire une preuve propre, on va simplement dire que comparer les intégrales, ça serait comparer cette fonction constante avec la fonction qui est ici. Donc simplement de dire que quel que soit t appartenant à l'intervalle k, k plus 1, eh bien la fonction 1 sur k, elle est supérieure ou égale à la fonction 1 sur t, sur tout l'intervalle qui est ici. Or, nous, ce qu'on sait faire avec les inégalités, c'est les intégrer. On intègre cette inégalité. Alors, on sait que pour intégrer des inégalités et conserver le sens des inégalités, on intègre les inégalités, voilà. Il faut quand même préciser que le sens des bornes est bien respecté. Ici, on a bien k qui est strictement plus petit que k plus 1, donc il n'y a pas de problème. L'intégrale entre k et k plus 1 des 1 sur k me donne bien 1 sur k puisque c'est l'aire de ce rectangle. Et l'autre intégrale, c'est la partie en rouge qui est ici, ça me donne l'intégrale que je veux calculer. Or ça, c'est effectivement un terme télescopique, puisque si je me donne une primitive de 1 sur t, ln de valeur absolue de t par exemple, on voit bien que cette intégrale, c'est la différence de la valeur en k et de la valeur en k plus 1. Enfin, plutôt de k plus 1 moins k. Donc on obtient bien un terme, ln de k plus 1 moins ln de k, on obtient bien un terme télescopique. Et ça, c'est pas propre au fait que la primitive de 1 sur t, c'est ln de valeur absolue de 1 sur t. Ça tient au fait que le calcul de l'intégrale, c'est la différence d'une primitive en k plus 1 et d'une primitive en k. Donc que ce terme-là sera toujours un terme télescopique. Donc là, il y aura une idée générale à exploiter, et on n'a pas fini de l'exploiter, puisqu'on va faire des comparaisons intégrales de façon un petit peu plus systématique. Bon, alors cette inégalité-là, il faut quand même que je dise pour quelle valeur de k elle est valable. Elle est valable dès qu'on est capable de calculer cette intégrale, donc dès que la fonction 1 sur t est continue sur l'intervalle considéré. Donc ça, on peut le faire a priori, tant que k est supérieur ou égal à 1. Puisque là, je pourrais bien intégrer cette relation sur les intervalles considérés. Du coup, on va se donner un entier naturel supérieur ou égal à 1, que je fixe pour l'instant, et je vais additionner toutes ces inégalités lorsque k varie entre le point de départ 1 et le point d'arrivée n. Donc on additionne les inégalités, on additionne les n inégalités, lorsque k varie dans l'intervalle de 1 jusqu'à n. Là, ce qu'on va récupérer, c'est la somme. Bon, je l'écris en extension pour qu'on voit bien le procédé
procédé d'ajout, 1 sur 1, plus 1 sur 2, plus 1 sur n, qui va être majoré par les intégrales qui minorent ici. Donc on va récupérer pour la première fois l'intégrale entre 1 et 2 de dt sur t, plus l'intégrale entre 2 et 3 de dt sur t, etc. jusqu'à l'intégrale entre n et n plus 1 de dt sur t, puisque cette intégrale-là, elle minore le terme qui est ici. Là, le terme télescopique est pris en compte par un châle, mais c'est toujours une somme télescopique, ça ne change pas. Et ça me donne que ce terme hn est donc supérieur ou égal au terme qui nous intéresse ici, l'intégrale entre 1 et n de dt sur t. Or, cette intégrale, on sait la calculer. On vient donc de démontrer que quel que soit n appartenant à n étoiles, hn est donc supérieur ou égal à ln de n plus 1. Or, on sait que la suite ln de n plus 1 est une suite qui est divergente vers plus l'infini. On peut donc appliquer le théorème de comparaison. Par théorème de comparaison, on obtient directement que la suite hn, elle aussi, diverge vers plus l'infini. Donc la suite des sommes partielles de la série harmonique diverge. Donc, comme la suite des sommes partielles de la série harmonique diverge, par définition, la série harmonique est une série divergente. Ce qui est bien un bon contre-exemple à la propriété qu'on avait travaillée, puisque le terme général tend vers 0 alors que la série diverge. Donc malheureusement, l'étude des séries numériques ne se limitera pas à regarder si le terme général tend vers 0. Cette condition, elle sera absolument nécessaire à la convergence, mais malheureusement pas suffisante. Alors, la proposition qui donne la condition nécessaire de convergence, je le répète, nous permet l'information sur la nature de la série, connaissant la suite de ces sommes partielles, ayant des informations sur la suite de ces sommes partielles. Donc je vous ai dit qu'il ouvrait une nouvelle voie, une nouvelle série de théorèmes, cherchant des conditions de convergence sur la suite des sommes partielles. Et on peut légitimement se poser la question de savoir si ce problème-là a une réciproque. C'est-à-dire, à une série donnée de termes général AN, on a vu qu'on pouvait trouver un lien entre le terme général et la suite de ces sommes partielles. Est-ce que cette première découverte-là nous permet de faire un lien peut-être plus précis entre les suites et les séries? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un résultat réciproque qui nous permettrait d'étudier une suite numérique à travers une série? Alors ce théorème existe, c'est un théorème qui va être très très puissant. Pour l'instant, on n'en verra pas encore trop son intérêt, mais croyez-moi, ça va venir dans les exercices. On va démontrer que si on a une suite, a priori, de nombres réels ou complexes, cette suite converge si et seulement si sa série télescopique converge. C'est-à-dire, en gros, l'intégrale de sa dérivée converge. Donc, on sent bien qu'il y a presque une tautologie derrière, quoi. La suite converge si et seulement si l'intégrale de sa dérivée converge. On a envie de dire, oui, a priori, on est en train de construire le même objet. Alors, ça paraît un peu fou de penser qu'un théorème qui s'énonce si simplement puisse avoir des implications très très fortes dans les exercices. On verra que si. On va déjà passer à la démonstration de ce résultat, hein, qui devrait être une démonstration assez facile, hein, puisque énoncé comme je l'ai énoncé, on a l'impression que c'est presque une tautologie. Donc allez, on va quand même s'appesantir sur sa démonstration. Donc moi déjà je vais traduire le fait que ça converge. Ça veut dire quoi que cette série converge? Donc cette série elle converge si et seulement si la suite de ces sommes partielles converge. Donc je vais déjà donner un nom à la suite de ces sommes partielles. Alors je vais éviter AN, puisque AN c'est le nom de la suite des sommes partielles de la série de termes général à petit an. Donc là, comme le terme général n'est pas le même, je vais l'appeler Sn. Donc cette suite des sommes partielles, c'est la somme pour k variant de 0 jusqu'à n de, attention aux indices, ak plus 1 moins ak. La suite des sommes partielles, ben ici, elle est facile à clore, puisque je suis en train d'intégrer une dérivée, hein, entre guillemets, hein, c'est ce que je vous ai dit. Effectivement, c'est directement une somme télescopique. Donc ce terme général nous donne AN plus 1 moins 0. Et donc, on s'aperçoit que cette série converge si et seulement si la suite Sn converge. Donc là, on va pouvoir entamer un raisonnement par équivalence. Là, on peut quand même, on sent que ça va être assez facile de conclure. Donc on peut dire que la série de termes général AN plus 1 moins AN converge. Donc cette série converge si et seulement si la suite de ces sommes partielles converge. Ça, c'est la définition pour une convergence de série. Ça, c'est le cas si et seulement si la suite
AN plus 1 moins A0 est une suite convergente. Or, comme la suite qui est ici est constante, cette suite converge si et seulement si la suite AN plus 1 converge. Donc ça c'est le cas si et seulement si la suite de terme général AN plus 1 converge. Comme la suite AN plus 1 elle est juste décalée d'un indice par rapport à la suite AN, ceci est parfaitement équivalent à la convergence de la suite AN. Donc on obtient bien qu'a priori, la série de termes général télescopiques AN plus 1 moins AN, elle a la même nature que la suite de termes général AN. Donc le cas échéant, on pourra étudier une suite à travers une série. Et on verra que comme on va développer énormément de critères de convergence pour les séries, ça sera parfois très utile d'étudier une suite à travers une série. On verra notamment lorsque le terme général est donné par une somme, parce que quand vous dérivez une somme, vous obtenez un terme où il n'y a plus de somme. Donc on voit tout de suite l'intérêt d'un terme télescopique quand le terme général de votre suite sera donné par une somme. On reprendra ce résultat beaucoup plus en profondeur sur des exemples. Étudions maintenant les opérations sur les séries convergentes. On aimerait bien savoir quelles sont les opérations qu'on peut mener. Et évidemment, donner déjà un sens à ça, déjà donner un sens aux opérations sur les séries convergentes. Alors pour ça, je vais encore une fois revenir à notre définition, puisque pour l'instant, on n'a que ça sous la main. La série de termes général AN converge si et seulement si la suite de ses sommes partielles est convergente. Alors, vous avez noté que la nature d'une série dépend de la nature d'une suite, donc on peut espérer transporter les structures qu'on a sur les suites sur les séries. Sur les suites convergentes, on a une belle structure, puisqu'on sait que l'ensemble des suites convergentes est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites. Effectivement, la suite nulle est bien convergente, et si vous prenez une combinaison linéaire de suites convergentes, elle sera convergente et elle va converger vers la combinaison linéaire des limites. Donc quand on avait étudié cet espace vectoriel, non seulement on avait vu que c'était un cas espace vectoriel, mais en plus, on avait également vu que l'application qui a une suite associe sa limite était une forme linéaire, puisqu'on a vu que sous réserve de convergence, la limite de la combinaison linéaire, c'était la combinaison linéaire des limites. Donc il s'agit de voir comment ici on peut transporter la structure de k-espace vectoriel de l'ensemble des suites convergentes dans les séries. Alors pour ça, on va se donner deux scalaires alpha et bêta dans K, donc soit un nombre réel, soit des nombres complexes, et on va se donner deux séries de termes généraux respectifs AN et BN, et ces deux séries-là, je vais les supposer convergentes. Je donne deux scalaires, deux séries convergentes. Je vais mettre un S sur la 2. Et l'objectif est de savoir si la série dont le terme général est la combinaison linéaire de ces termes généraux converge. Pour savoir si la série, donc j'écris quand même quelle est la problématique, la problématique est de savoir si la série que j'obtiens en écrivant la combinaison linéaire des termes généraux ici, la question c'est de savoir si cette série converge. Pour savoir si une série converge, on va étudier la suite de ses sommes partielles. Bon, je vais appeler Cn la suite des sommes partielles de cette nouvelle série. On récupère donc par définition la somme pour k variant de 0 à n de alpha à k plus bêta bk. Comme les informations qu'on a, on les a sur les séries de termes généraux AN et BN, on va linéariser cette somme. C'est des sommes finies, donc là on peut dire que la somme de la combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des sommes. Voilà ce que je récupère. À partir de là, je vais pouvoir bénéficier des hypothèses que l'on a sur les séries de termes généraux AN et BN, puisque là, vous récupérez le terme général de la suite des sommes partielles de la série de termes généraux AN et la suite des sommes partielles de la série de termes généraux BN. Donc vous récupérez un lien naturel entre la suite des sommes partielles. La somme partielle de la combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire de la suite des sommes partielles. Seulement, comme la série AN et la série BN convergent, et qu'elles convergent vers la somme de leurs séries par définition, on va pouvoir utiliser effectivement la structure de k-espace vectoriel de l'ensemble des suites convergentes en disant que cette suite-là va être convergente, comme combinaison linéaire de suites convergentes. Et elle va converger vers la combinaison linéaire des limites. Donc la limite sera donc alpha fois la limite de la suite des sommes partielles,
qui est la somme de la série, plus bêta fois la limite de la suite des sommes partielles de Bn, qui est la somme de la série. Donc de démontrer que la suite Cn converge vers cette limite, puisque ceci, je vous rappelle que c'est la somme de la série, donc c'est un élément dans K, ceci est la somme de la série DAN, c'est un élément dans K, donc cette suite-là converge vers ce nombre. Or, la convergence de la suite Cn, c'est la convergence de la suite des sommes partielles de la combinaison linéaire. Donc, de là, on va faire une pierre deux coups. Déjà, on vient de récupérer que la série de termes général alpha an plus bêta bn est convergente. Ça, c'est déjà le premier point. Ceci me donne le droit d'écrire sa limite. Par définition, la limite d'une série convergente, c'est ce qu'on appelle la somme de cette série. Donc, la convergence de cette série entraîne l'existence de la somme de la série, qui se note comme ceci. Or, comme la somme de la série, c'est la limite de la suite des sommes partielles, vous récupérez donc tout naturellement l'égalité entre la somme pour n variant de 0 à l'infini de alpha n plus bêta bn et la combinaison linéaire des sommes qu'on a récupérées ici. Donc on s'aperçoit que le fait que la limite soit une forme linéaire sur l'ensemble des suites convergentes se transmet donc tout naturellement sur les séries convergentes. Une combinaison linéaire de séries convergentes et convergentes, et la somme de la combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des sommes. Attention toutefois à un fait important, c'est que pour que cette relation-là existe, c'est-à-dire pour pouvoir écrire ceci, il faut absolument que la série de termes général AN et la série de termes général BN convergent. Ce qui veut donc dire que dans la pratique, si vous avez une somme de séries qui existe et qui est de cette forme-là, admettons qu'on ait la somme quand n varie entre 0 et plus l'infini des AN plus BN qui existent. L'existence est juste liée au fait que la série de termes général AN plus BN converge. Ça, on ne pourra écrire que c'est la somme des AN plus la somme des BN que si on a démontré au préalable que la série de termes général AN et que la série de termes général BN convergent. Donc on ne peut avoir cette égalité, c'est-à-dire qu'on ne peut poursuivre cette égalité, donc je vais mettre on ne peut poursuivre cette égalité que si la série de termes général AN converge et si la série de termes général BN converge. Sinon, cette égalité n'a strictement aucun sens. Donc là, on ne pourra écrire la suite, bon, la suite je vais l'écrire en bleu, que sous réserve d'avoir cette information-là. Donc faites toujours très attention quand vous éclatez la somme de séries en la somme de deux séries numériques, la somme ici la somme en 2, il faut absolument avoir cette information-là. Sinon, vous risquez de récupérer ici des objets mathématiques qui n'existent pas, puisque les séries associées seront divergentes. Donc là, il y a un danger dans lequel on peut donc écrire, formaliser le résultat qu'on vient de démontrer, à savoir, quels que soient les scalaires alpha et bêta dans K, si on prend deux séries convergentes, la série obtenue en prenant la combinaison linéaire des termes généraux converge, et sous cette hypothèse-là, on peut bien dire que la somme de la combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire de la somme. Alors maintenant qu'on a parlé d'opérations sur les séries convergentes, on va aussi regarder ce qu'on peut dire lorsqu'on a des séries divergentes qui rentrent dans le jeu. Donc on a déjà vu qu'il y aura probablement des problèmes lorsque les deux séries sont divergentes, puisque je vous ai indiqué que dans ces cas-là, cette égalité n'avait strictement pas de sens. Donc on va effectivement tout de suite voir que pour les séries divergentes, quand on a deux séries divergentes, il ne se passe pas grand-chose. Effectivement, si on considère par exemple, on va le faire ici, la série de termes général 1 sur n moins 1 sur n, vous avez a priori ici une première série, la série des 1 sur n qui diverge. Là, vous avez la série des 1 sur n qui diverge. Et pourtant, ici, c'est la série dont le terme général est nul. Cette série converge. Donc là, on voit bien que quand vous prenez une combinaison linéaire de séries divergentes, vous pouvez très bien obtenir une série convergente, puisqu'ici, vous obtenez une série à terme général nul. Donc déjà, a priori, une somme de séries divergentes, ça peut très bien converger. Et si vous prenez toujours la série harmonique et que vous l'ajoutez à elle-même,
là vous obtenez la série de termes général 2 sur n, qui est aussi une série divergente, puisque le terme général étant égal à 2n, la suite des sommes partielles, c'est 2 fois la somme harmonique, qui diverge vers plus l'infini. Donc là, en additionnant ces deux séries divergentes, on obtient une série divergente. Donc là, on voit que ce qui se passe avec les séries divergentes est compliqué. Quand on a deux séries divergentes, leur somme peut être divergente, mais leur somme peut très bien être convergente. Donc pour ce qui est des séries divergentes, il ne faut pas s'attendre à avoir des structures. Néanmoins, on a quand même un résultat qui va être aussi très important dans la pratique, c'est que quand on additionne une série convergente et une série divergente, la série qu'on obtient est une série divergente. La démonstration n'est pas inintéressante, donc voilà, on va la regarder en détail. Déjà, c'est une implication, on aime bien poser les problèmes dans ces cas-là. Donc je vais supposer que j'ai une série convergente ici et une série divergente pour Bn, et je vais montrer que cette série est divergente. Je vais utiliser le vocabulaire naturel associé, je vais appeler grand AN la suite des sommes partielles de la série DAN et grand Bn la suite des sommes partielles de la série DBN. Et je vais appeler Cn la suite des sommes partielles de la série somme. C'est-à-dire ça va être la somme pour k variant entre 0 et n dak plus bk. On s'aperçoit par linéarité de la somme que cette suite-là, c'est simplement la somme de la suite des sommes partielles de la série de termes générales AN et de la suite des sommes partielles de la série de termes générales BN. Là, on va faire ce qu'on fait habituellement dans ces conditions-là, on va regrouper les termes en général par objets de même nature. Là, comme on a deux objets divergents, on sait qu'on va être amené à la remarque que j'ai faite tout à l'heure, donc on risque d'avoir des difficultés. Ce qui veut donc dire que la clé de la réussite de cette démonstration, c'est probablement de raisonner par l'absurde. C'est-à-dire, je vais supposer que cette série converge et cette série diverge, je vais également supposer que cette série converge, et je vais essayer de raisonner par l'absurde. Donc, supposons que cette série-là diverge, donc supposons que cette série-là converge, c'est-à-dire que la suite des sommes partielles Cn converge, et raisonnant par l'absurde, on se lance dans le raisonnement par l'absurde, en supposant ça, ben là maintenant j'ai deux termes convergents dans cette relation, donc là j'ai une instabilité qui peut se mettre en place, je vais isoler le terme qui a priori diverge, et je vais mettre de même côté de l'égalité les parties qui convergent. Du coup, comme cette suite-là converge et cette suite-là converge, j'obtiens que par opération sur les suites convergentes, que la suite Bn, puisqu'elle est somme de suites convergentes. Ce qui est manifestement contraire à ce qu'on a supposé, donc on arrive à une absurdité, donc la supposition qu'on a faite est fausse, on avait supposé que la suite Cn converge, donc par l'absurde, on obtient que la suite Cn diverge. Mais dire que la suite Cn diverge, c'est dire que la série de termes générale An plus Bn diverge. On a donc bien démontré le résultat. Ce qui veut donc dire que quand on additionne une série convergente et une série divergente, on aura a priori bien une série divergente, alors que la somme de séries divergentes, alors là on ne peut rien dire de façon générale, ça peut converger, ça peut diverger. La plus grosse partie du programme de première année sur les séries numériques concerne les séries à terme positif. Ce qui veut donc dire que dans ce chapitre, on va considérer des séries réelles, et plus précisément des séries dont le terme général est à valeur positive. Alors on va voir que ce chapitre-là sur les séries à terme positif est riche en critères et riche en résultats, et on va notamment chercher à, une fois de plus, récupérer des informations sur le terme général et pas sur la suite des sommes partielles. Néanmoins, vous allez voir que le premier théorème que je vais citer va porter sur la suite des sommes partielles. La raison est simple, puisque pour l'instant on sait qu'une série est convergente si et seulement si la suite de ces sommes partielles est convergente. On va reformuler ce résultat-là dans le cadre des séries à terme positif, puisqu'on va constater que pour des séries à terme positif, la suite des sommes partielles, elle va vérifier une propriété essentielle. Le mot-clé de ce chapitre, c'est clairement le théorème de la limite monotone. On sait que quand on a une suite réelle monotone, cette suite, si elle est croissante, elle converge si et seulement si elle est majorée. Si elle est décroissante, elle converge si et seulement si elle est minorée. Dans les autres cas, soit elle tend vers plus l'infini, soit elle tend vers moins l'infini, dans le cas d'une suite croissante non majorée et d'une suite décroissante non minorée. Ce résultat-là est essentiel, puisqu'on va voir que justement, la monotonie de la suite des sommes partielles sera la clé de la plupart des résultats qu'on va établir.
Donc on va commencer par établir ce théorème phare sur les séries à termes positifs qui permet d'une certaine manière, à l'aide du théorème de la limite monotone, de reformuler la définition des séries convergentes lorsqu'elles sont à terme positif. Donc pour ça, je vais déjà étudier, je vais me donner une série à terme positif. Donc je me donne a priori AN une suite à valeur dans R+, ce qu'on peut noter sous cette forme-là. Je vais noter classiquement AN la suite de ces sommes partielles. Donc c'est la somme pour K variant entre 0 et N DAK, où N est un entier naturel non nul. Et je vais m'empresser, dans un premier temps, d'étudier la monotonie de cette suite. Donc pour étudier la monotonie de cette suite, on calcule la différence entre deux termes consécutifs. Donc si j'écris les termes en extension, ça changera. On va récupérer ici la somme des termes d'indice de 0 à n plus 1, moins la somme des termes d'indice entre 0 et n. Il ne va donc rester que le terme d'indice n plus 1. Or, comme on a dit que la suite était à valeur positive, on récupère donc que le résultat est positif ou nul. La suite des sommes partielles est donc une suite croissante. Donc on sait déjà que quand une suite est à valeur positive, la suite de ces sommes partielles est croissante. Ce résultat est essentiel puisque via le théorème de la limite monotone, il va nous permettre complètement de requalifier la convergence pour une série à terme positif. Donc toujours, sous l'hypothèse que la somme partielle, que le terme général de la série est positive, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la série de termes général AN converge à quelles conditions nécessaires et suffisantes. Ce qui ne change pas, c'est la définition. Ça signifie que la suite AN converge. Mais étant donné que cette suite est croissante, quel va être l'impact de la croissance sur la convergence? L'impact de la croissance, c'est que la suite AN converge si et seulement si la suite AN est majorée. Une suite réelle croissante est convergente uniquement lorsqu'elle est majorée. Si et seulement si elle est majorée. Par conséquent, pour des séries, la convergence de la série, c'est simplement le fait que la suite des sommes partielles est majorée. On dispose donc d'un premier résultat absolument essentiel sur des séries à termes positifs. La série est convergente si et seulement si la suite des sommes partielles est majorée. Donc voilà le premier résultat qui est en fait une reformulation de la définition compte tenu du théorème de la limite monotone et du fait que pour une série à termes positifs, la suite des sommes partielles est croissante. Alors la première partie du cours sur les séries numériques, maintenant qu'on a une bonne maîtrise de la manière de les gérer, je vous rappelle qu'il faut contrôler la suite des sommes partielles en montrant qu'elle est majorée, c'est de réaliser des comparaisons séries intégrales, qui va être un outil justement pour démontrer que des séries à termes positifs sont soit convergentes, soit divergentes. Alors je donne quand même le procédé général, c'est-à-dire que je ne prends pas forcément des fonctions à valeur positive, mais dans la pratique, on aura quand même la plupart du temps des fonctions qui sont monotones à valeur positive. Pour l'instant, le cadre de mon étude, il est un peu particulier. Je prends donc des fonctions définies sur un intervalle de la forme a plus l'infini, à valeur dans R, qui sont décroissantes et continues. Et l'objectif, c'est de contrôler la suite des sommes partielles, donc qui est associée à un terme général qui est décroissant par rapport au paramètre K, c'est-à-dire qui respecte les hypothèses qui sont ici. Donc l'objectif du contrôle de la suite des sommes partielles, c'est aussi un objectif de contrôle avec des sommes qu'on sait calculer. Donc mon idée, c'est d'encadrer, l'idée, c'est d'encadrer f de k, mais d'encadrer f de k par des termes qu'on saura additionner par la suite. Donc, comme les seules sommes qu'on sait clore de manière générale, ce sont les sommes télescopiques, on va donc chercher à encadrer f de k par des termes télescopiques. C'est là que va rentrer justement en action la monotonie de la suite. On va se poser la question légitime de comment encadrer f de k par des termes télescopiques. Pour ça, on va utiliser l'outil télescopique de notre cours de début d'année, qui sont les intégrales. Et pour cela, il va falloir visualiser f de k comme une R, puisque pour pouvoir intégrale, il faut représenter ce terme-là comme une intégrale. Et bien, on va déjà prendre les intégrales des fonctions les plus simples qu'on connaisse, les intégrales de fonctions constantes, puisque ici, on sait que ce segment-là va mesurer f de k.
a priori, alors si on prend des fonctions à valeur positive, ouais, je vais plutôt prendre des fonctions à valeur positive, ça sera quand même plus facile parce que sinon je vais avoir des inégalités avec des valeurs absolues, ce qui n'est pas forcément un avantage. Donc cette longueur-là mesure exactement f de k si je prends la fonction à valeur positive. Et pour aller chercher une aire donc, qui mesure exactement f de k, eh bien, je peux soit me décaler à droite et à gauche de 1. Donc soit à droite de 1, soit à gauche de 1. Puisque là, je vais récupérer une aire qui va mesurer exactement f de k pour cette partie ici. Et si on réalise la même opération de l'autre côté, on va récupérer également une aire qui mesure f de k. Donc déjà, la première étape, c'était de d'écrire ce terme-là comme une aire. On a réussi d'un objet le plus simple possible, un rectangle qui représente l'intégrale d'une fonction constante. Donc là, mission accomplie. Donc maintenant qu'on a réalisé ça, on peut se dire comment je peux réaliser un encadrement simple avec des intégrales. Alors pour réaliser cet encadrement simple, on s'aperçoit déjà que si on regarde ce qui se passe à droite, l'intégrale de ma fonction entre k et k plus 1, cette intégrale-là, elle a l'air géométriquement plus petite que l'aire qui est ici. Donc on va récupérer que f de k va être a priori supérieur à l'intégrale entre k et k plus 1 de f de t dt. Puis si vous regardez de l'autre côté, c'est-à-dire si vous regardez de ce côté-là, si vous regardez l'aire sous le graphe de la fonction f, ici cette aire-là, elle a l'air d'être située en dessous, au-dessus de l'aire, a priori en bleu, l'aire qui est en bleu, c'est l'aire que j'indique ici. L'aire sous le graphe de la fonction va a priori être plus grande, toujours parce que la fonction est décroissante. Donc là, je récupérerai une inégalité du type intégrale entre k et k plus 1 de f de t dt. Alors ça, c'est ce qu'on aimerait démontrer. Et on va déjà dire pour quelle valeur de k cette inégalité serait valable. Et il faut que la fonction soit décroissante et continue sur les intervalles considérés. Donc la condition, c'est que k-1 soit supérieur ou égal à a. Donc ça sera valable quel que soit k, tel que k-1 est plus grand que a, donc quel que soit k supérieur ou égal à a plus 1. On voit tout de suite à quoi va nous servir la condition qui est là-haut. Alors, bon, on va commencer par déjà démontrer cette inégalité-là bien proprement. Donc ça, on va voir que c'est juste l'utilisation de la monotonie de la fonction f qui va être importante. Donc, commençons déjà par, par exemple, l'inégalité ici de droite, où on sait qu'on regarde ce qui se passe entre k et k plus 1. Donc je vais déjà fixer un entier k qui est supérieur ou égal à a plus 1 pour pouvoir mener mes calculs. Et j'affirme que quel que soit t appartenant à l'intervalle k, k plus 1, la décroissance de la fonction f assure que f de k sera supérieur ou égal à f de t. Donc ça, c'est simplement la décroissance de la fonction f sur l'intervalle considéré. Or, comme cette inégalité elle a lieu sur un intervalle donné, je peux l'intégrer entre k et k plus 1. Comme k plus 1 est évidemment strictement plus grand que k, donc supérieur ou égal à k, on peut évidemment intégrer cette inégalité en conservant le sens des inégalités. Donc on intègre entre k et k plus 1, c'est la partie importante, on intègre entre k et k plus 1. Donc là je vais récupérer que l'intégrale entre k et k plus 1 de la fonction constante égale à f de k dt va être supérieure ou égale à l'intégrale entre k et k plus 1 de f de t dt. Or ceci c'est l'intégrale d'une fonction constante. Quand vous intégrez une fonction constante sur un intervalle de longueur 1, vous récupérez la valeur de la constante multipliée par la longueur de l'intervalle d'intégration. Ou alors vous regardez géométriquement ce que vous êtes en train de là. Donc la mesure de l'intégrale c'est l'aire qui est ici. Donc là on va récupérer f de k supérieur ou égal à l'intégrale entre k et k plus 1 de f de t dt. Donc bien entendu, ce qu'on a fait ici à droite, on peut faire exactement la même chose à gauche. Cette fois-ci, on va récupérer que quel que soit t compris entre k-1 et k, la décroissance de la fonction indique que f de t est plus grand que f de k sur l'intervalle considéré. Donc, f de t, il est supérieur ou égal à f de k sur l'intervalle considéré. Donc cette fois-ci, je vais intégrer l'inégalité entre k-1 et k. Je bénéficie toujours du fait que k-1 est plus petit que k. Donc on va récupérer, là je vais aller un tout petit peu plus vite, l'intégrale entre k-1 et k
de f de t dt est supérieur ou égal à l'intégrale entre k-1 et k de f de k. Et l'intégrale entre k-1 et k de f de k, c'est l'aire de ce rectangle-là. On a déjà vu que ça mesurait f de k. Moralité, on a bien réalisé une minoration et une majoration de f de k par des termes télescopiques. Pourquoi télescopique? Puisque quand grand F est continu, ici on a la différence grand F de k plus 1 moins grand F de k. Ici on a la différence grand F de k moins grand F de k moins 1, où grand F désigne une primitive de la fonction f qui existe bien puisque la fonction est continue sur l'intervalle considéré. Moralité, on vient bien de démontrer qu'on a cette double inégalité. Elle est valable dès lors que k-1 est plus grand que a, donc dès lors que k est supérieur ou égal à a plus 1. Donc déjà, on a réussi à encadrer le terme général par deux termes télescopiques. Bon, ben maintenant, on va pouvoir probablement réaliser l'encadrement que l'on veut en sommant ces inégalités lorsque k varie entre n0 et n. Déjà, il faut regarder si c'est possible. Donc, est-ce que les indices qui sont ici vérifient bien la contrainte qui est là? Ben, on va regarder la contrainte pour le plus petit, parce que pour les autres, ça sera automatique. Or, comme n0 moins 1 est plus grand que a, n0 est plus grand que a plus 1, la contrainte est vérifiée par le premier, donc elle est vérifiée par ceux qui vont suivre. Donc, on additionne les inégalités qui sont ici. Donc, on additionne ces inégalités-là. On additionne les inégalités avec des valeurs de k. On additionne les inégalités lorsque k appartient à l'intervalle d'entier n0, n, alors en choisissant évidemment n plus grand que n0 pour que ça ait un sens. On va récupérer que la somme pour k variant entre n0 et n des f de k va être minorée par la somme pour k variant entre n0 et n des intégrales entre k et k plus 1 de f de t dt, et on va récupérer la même inégalité dans l'autre sens avec des intégrales qui, elles, vont avoir des bornes entre k-1 et k. Ces sommes télescopiques, pour des intégrales, ça porte un nom, ça porte le nom de la relation de Schall. Donc on va récupérer que l'intégrale entre n0 moins 1 et n de f de t dt est supérieure ou égale à la somme pour k variant entre n0 et n des f de k, qui lui-même est supérieur ou égal à l'intégrale entre n0 et n plus 1, vous pouvez regarder la borne la plus petite, la borne la plus grande, de f de t dt. On a bien réussi à obtenir un encadrement de la suite des sommes partielles de la série de termes générales f de k par des intégrales. Si vous avez maintenant comme hypothèse f est continue et croissante, vous voyez que la seule chose qui change, ça va être le sens des inégalités. Donc vous récupérez une inégalité qui est semblable, sauf que le supérieur ou égal est transformé en inférieur ou égal. Mais le raisonnement est évidemment, dans l'esprit, complètement identique. L'exercice suivant est une application du chapitre qu'on vient d'explorer sur les comparaisons sommes intégrales. Donc on doit étudier la nature de la série de termes générales 1 sur n ln de n. Bon, c'est vrai que c'est un peu dur à distance, mais j'aimerais quand même vous voir un petit peu participer. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur la tête du terme général de cette série? T'as pas une gueule de porte-bonheur. Ah non, quelle grossièreté, Arnold, ça je supporte pas. Donc le confinement n'explique pas tout, je vous demande de vous calmer. Donc Arnold, vous sortez, je ne veux plus vous voir. I'll be back. C'est ça, I'll be back. Voilà qui se prend pour Terminator. Ouais, je suis désolé, hein, le confinement c'est vraiment terrible. Bon, allez, reprenons. On a une série à termes positifs, donc déjà on peut dire que les théorèmes précédents vont s'appliquer, c'est-à-dire que pour pouvoir étudier la nature de cette série, il suffit de savoir si la suite des sommes partielles est majorée ou pas majorée, puisqu'on a une série à termes positifs. Donc on voit tout de suite la pertinence des chapitres précédents. On va pouvoir appliquer les inégalités précédentes, puisque si on reprend les encadrements qu'on a obtenus, si cette suite n'est pas croissante, enfin n'est pas majorée, dans ce cas-là, ce terme-là va nous permettre probablement de montrer qu'elle va diverger vers plus l'infini, ou au contraire, si elle converge, on regardera plutôt dans ce cas-là ce terme-là,
Et si ce terme-là convergera, eh bien, il sera majoré, et donc la suite des sommes partielles sera majorée. Donc on voit ici que ça peut être intéressant de faire une comparaison somme intégrale. Alors il faut mettre évidemment tout ça en place. On va déjà considérer la fonction qui est justement en jeu ici. Donc on voit que le terme général il est probablement décroissant en k, puisqu'a priori cette fonction c'est la fonction qui a t assortie 1 sur t ln de t. Cette fonction-là, ça paraît assez légitime de l'étudier sur l'intervalle 3 plus l'infini. On pourrait même l'étudier sur 2 plus l'infini, parce qu'a priori, oui, effectivement, elle ne s'annule pas sur cet intervalle. Donc on va l'étudier sur l'intervalle 2 plus l'infini. Pour 1 plus l'infini, ça ne sera pas possible, puisque la fonction log, elle s'annule en 1. Et c'est une fonction qui a valeur positive sur cet intervalle. Alors on va étudier rapidement ces variations pour voir si on est dans le cadre d'une fonction monotone et pour voir si on peut appliquer les résultats précédents. Pour étudier ces variations, on va déjà regarder si elle est dérivable. Enfin, elle est clairement dérivable sur l'intervalle 2 plus l'infini. C'est l'inverse d'une fonction dérivable dont le dénominateur ne s'annule pas. Donc on va la dériver comme une inverse sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc la dérivée ici de l'inverse, c'est moins. Donc déjà le dénominateur il va apparaître au carré, donc ce dénominateur il va être positif. Donc le signe de la dérivée va être donné par le signe du numérateur. Or le numérateur c'est la dérivée de cette fonction. Ça va donc être ln de t plus 1, puisque quand je dérive t j'obtiens ln de t, quand je dérive ln de t ça fait t fois 1 sur t, ça fait bien 1. Donc il faut qu'on étudie le signe du numérateur, puisque c'est lui qui va donner le signe de la dérivée. Or, comme t est supérieur ou égal à 2, ln de t est supérieur à 0, donc ce terme-là est clairement strictement négatif. Moralité, la fonction f' est négative sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc on obtient que la fonction f, elle, décroît sur cet intervalle. Si la fonction f décroît sur cet intervalle, on est donc en mesure de faire notre comparaison somme intégrale, la comparaison qu'on a faite tout à l'heure. Alors, je pourrais appliquer directement la formule, mais ce n'est pas le but de cet exercice. Le but de cet exercice, c'est de retrouver assez rapidement les éléments de comparaison et de voir comment on peut récupérer ces formules-là de façon efficace. Donc déjà, je dessine le graphe d'une fonction décroissante. Je vais récupérer ici la valeur de f de k. Cette valeur de f de k, j'en obtiens une mesure. Je dis f de k là c'est plutôt évidemment k, vous l'avez noté. F de k, on va plutôt le récupérer sur l'axe des ordonnées. Et l'objectif, c'est d'obtenir une mesure de f de k, une comparaison d'une aire qui mesure f de k avec des termes télescopiques. Alors, j'écris le terme que je veux majorer. Le terme que je veux majorer, c'est f de k. Donc là, ici, on a k. Je vais déjà décaler de 1 à droite, puis à gauche pour avoir des aires qui mesurent f de k. Donc là, on refait le procédé encore une fois. Voilà. Pour obtenir une majoration de f de k, eh bien, je vais déjà regarder ce qui se passe à gauche. La mesure de f de k, je la récupère ici. Et cette mesure de f de k, elle est bien a priori plus petite que l'intégrale entre k-1 et k de f de t dt. Donc là, on retrouve ce qu'on a fait tout à l'heure, une seconde fois. Et pour la minoration, on va regarder ce qui se passe entre k et k plus 1. 1 sur k est ici, c'est bien plus grand que l'intégrale de f entre k et k plus 1. On récupère l'intégrale entre k et k plus 1 de f de t dt. Alors cette inégalité est valable dès que k-1 appartient à l'ensemble de continuité de cette fonction. Cette fonction, elle est continue sur l'intervalle 2 plus l'infini comme inverse d'une fonction continue dont le dénominateur ne s'annule pas. Donc ça sera valable dès que k-1 est supérieur ou égal à 2. Donc ceci, c'est valable quel que soit k supérieur ou égal à 3. Bonne nouvelle pour le contrôle de la suite des sommes partielles. Du coup, c'est additionner les inégalités quand k varie entre 3 et n pour avoir un contrôle de la suite des sommes partielles. Et on va obtenir l'encadrement. L'encadrement de l'intégrale entre 2 et n de... Alors maintenant, je vais remplacer par ma fonction dt sur t ln de t.
Et la minoration, ça va me donner l'intégrale entre 3 et n plus 1 de dt sur t ln de t. Bien. Alors maintenant, on va calculer l'intégrale pour voir si c'est plutôt le côté droit ou le côté gauche qui est intéressant, pour savoir si je vais obtenir ici un terme convergent, donc majoré, et appliquer les théorèmes sur les séries à termes positifs, ou ici un terme divergent, et dans ce cas-là, la série sera divergente puisque minorée par une série qui va tendre vers plus l'infini. Donc la clé, encore une fois, ça sera le calcul de l'intégrale pour voir quel est le côté qui est intéressant. Donc on va calculer l'intégrale entre a et b de dt sur t ln de t. Alors je vais prendre a et b de nombres supérieurs ou égal à 2 pour pouvoir calculer cette intégrale et bénéficier de la continuité de l'intégrande. Alors ce n'est pas une intégrale qui est difficile à calculer, puisque ici on reconnaît que 1 sur t c'est la dérivée de ln de t, donc on a quelque chose de la forme u' sur u, quelque chose de la forme u' sur u, ça s'intègre en ln de valeur absolue de u. Donc ici ça va s'intégrer en ln de valeur absolue de ln de t pris entre a et b. Donc manifestement, quand on prend une borne qui dépend de n, ce terme-là va tendre vers l'infini. Donc ce qui paraît être intéressant comme inégalité ici, c'est plutôt cette inégalité-là qui paraît intéressante. Donc l'autre, je vais carrément l'oublier, et je vais me concentrer sur cette inégalité-là. Cette inégalité, elle me raconte que la suite des sommes partielles, c'est-à-dire la somme pour k variant de 3 à n de 1 sur k ln de k, donc la somme partielle de la série à étudier, ceci est supérieur ou égal à l'intégrale entre n plus 1, entre 3 et n plus 1, de dt sur t ln de t. Ce qui va me donner, tout calcul fait, ln de, alors je peux enlever les valeurs absolues puisque ln de n plus 1 est positif, moins ln de 3. Voilà ce qu'on va récupérer. Or, ce terme-là est un terme qui diverge vers plus l'infini. Donc on obtient que la suite des sommes partielles diverge vers plus l'infini par théorème de comparaison. Donc là, en regardant l'inégalité dans ce sens-là, on obtient donc la somme pour k variant entre 3 et n des 1 sur k ln de k est bien quelque chose qui tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. On vient donc de démontrer que cette série-là est une série qui est divergente. Alors elle porte le nom d'une famille de séries numériques intéressantes, qui s'appelle les séries de Bertrand. Voilà, donc on vient de démontrer que cette série de Bertrand particulière est une série divergente via une comparaison intégrale, et ça nous a permis de voir justement quel était l'intérêt de la minoration et de la majoration. Encore une fois, tout cela selon le contexte. La troisième section de paragraphe sur les séries à termes positifs, ça va être une application, encore une fois, de cette fameuse comparaison somme intégrale, donc dans l'étude d'une famille de séries numériques qu'on appelle les fameuses séries de Riemann. Des séries dont le terme général est de la forme 1 sur n à la puissance s, où s est un nombre réel. Donc l'objectif de cette petite partie est de chercher toutes les valeurs de s pour lesquelles cette série converge, et donc on aura toutes les valeurs de s pour lesquelles cette série diverge. Donc on va entamer une disjonction de cas selon les valeurs de s pour étudier la nature de ces séries. Ça va nous permettre d'utiliser en particulier quelques résultats des paragraphes précédents. Notamment, on peut déjà attester que si S est un nombre réel qui est a priori négatif ou nul, alors le terme général ne tend pas vers 0. Alors si S est strictement négatif, ce terme général il tend vers carrément plus l'infini, et si S est égal à 0, dans ce cas-là, le terme général ici il est constant. Donc ici la suite, le terme général, le terme général ne converge pas vers 0. Terme général ne converge pas vers 0. Donc on va avoir ce qu'on appelle une divergence grossière. Ne converge pas vers 0. Donc la série de Riemann diverge grossièrement. Donc là on est dans le cadre où la condition nécessaire de convergence n'est pas vérifiée. Donc on a divergence grossière de la série associée. Donc là c'est la partie, on va dire, facile. Une partie un peu moins facile, c'est quand le terme général
enfin quand la puissance S, pardon, va être comprise entre 0 et 1. Alors pourquoi je dis que c'est un petit peu plus difficile dans ce cas-là? Parce que dans ce cas-là, le terme général, il tend vers 0. Alors on a vu que cette condition, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour que la série converge, et pour cause, on va démontrer que quand la puissance est comprise entre 0 et 1, et bien dans ce cas-là, la série diverge. Mais ça, c'est pas très très compliqué, puisque nous, on a étudié un cas limite tout à l'heure. Le cas limite, c'est le cas de la somme harmonique. Effectivement, 1 sur k à la puissance s, quand la puissance est comprise entre 0 et 1, est un nombre qui est plus grand que 1 sur k. Donc du coup, en additionnant ces inégalités, lorsque l'on fait varier k entre 1 et n, on obtient que pour tout n appartenant à n étoiles, la suite des sommes partielles associées à cette série de Riemann est donc supérieure ou égale à la suite des sommes partielles des 1 sur k, qu'on a appelé tout à l'heure la somme harmonique. Or, on a trouvé tout à l'heure que la somme harmonique était minorée par ln de n plus 1 en effectuant une comparaison intégrale. Ah, tiens, encore une comparaison intégrale. On récupère donc par théorème de comparaison que cette suite diverge vers plus l'infini. Donc, par théorème de comparaison sur les suites, par théorème de comparaison, comme cette suite est minorée par une suite qui diverge vers plus l'infini, on récupère que la somme pour k variant entre 1 et n des 1 sur k à la puissance s diverge vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Moralité, la série des 1 sur n puissance n diverge. Alors par contre, ce n'est plus de la divergence grossière, puisque là vous avez noté que dans ce cas-là, son terme général tend vers 0. Donc on a divergence, mais plus une divergence grossière. Alors il ne nous reste plus qu'à traiter le cas où la puissance est strictement plus grande que 1, et tous les cas possibles de cette série de Riemann. Alors dans ce cas-là, le terme général tend vers 0 plus rapidement. Alors on peut espérer, dans ce cas-là, une convergence, on va voir. Et pour ça, on va faire une comparaison intégrale. On verra d'autres façons de faire dans le fil du cours pour étudier la nature de cette série, de ces séries qui sont si importantes. Moi, je vais démontrer que dans ce cas-là, la série, elle converge. Alors déjà, je vais constater que la fonction qui est associée au terme général de cette série, c'est la fonction qui a t associe 1 sur t à la puissance s, ou si vous préférez, t à la puissance moins s. Cette fonction-là, elle est clairement décroissante. Alors, cette fonction-là, elle est déjà dérivable sur R plus étoile, sur l'intervalle R plus étoile, comme simplement quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas, ou simplement en tant que fonction puissance, avec une puissance négative. On va calculer la dérivée f' de t lorsque t est strictement positif. Donc, quand on dérive des puissances, il faut évidemment les... S' de t, c'est moins s t à la puissance moins s moins 1. Ça, c'est valable évidemment pour tout t strictement positif. Comme t à la puissance moins s moins 1 est un nombre strictement positif quand t l'est, le signe est donné par ce terme-là. Comme s est strictement plus grand que 1, moins s est strictement négatif, on récupère donc f' de t est strictement négatif pour tout t strictement positif, ce qui atteste que la fonction f est donc une fonction décroissante. Donc on peut représenter le graphe de ma fonction f sous cette forme-là. Bon, maintenant, on va réaliser la comparaison intégrale, c'est-à-dire qu'on va récupérer un encadrement de f de k par des intégrales. Donc, on va déjà écrire l'encadrement qu'on obtient par comparaison intégrale. Donc, je sais que f de k, la valeur de f de k, si j'en veux déjà une minoration, je vais me placer entre k et k plus 1. Et f de k va donc être supérieur ou égal à l'intégrale entre k et k plus 1, ici donc de dt sur t à la puissance s. Et pour l'autre morceau, on va se placer entre k-1 et k. Donc là, on va récupérer évidemment encore une fois la valeur de f de k, sauf qu'au lieu d'obtenir une minoration, on va obtenir cette fois-ci une majoration. On va récupérer donc la majoration par l'intégrale entre k-1 et k de dt
sur t à la puissance s. Ceci est valable tant que cette fonction est continue. Cette fonction, elle est continue sur R plus étoile par les opérations sur les fonctions continues. Donc ceci est valable dès que k-1 est supérieur ou égal à 1. Donc ceci sera valable quel que soit k supérieur ou égal à 2. Ce qui va donc nous permettre d'additionner ces inégalités quand k varie entre 2 et n, donc de 1 sur k à la puissance s. Donc ceci va être majoré par, d'une part, l'intégrale entre 1 et n de dt sur t à la puissance s, et d'autre part, l'intégrale entre 2 et n plus 1 de dt sur t à la puissance s. Alors évidemment, c'est le calcul de l'intégrale de t puissance s qui va décider si c'est le terme à droite ou le terme à gauche qui est intéressant. On va donc calculer cette intégrale ici. Donc je dois calculer l'intégrale dt sur t puissance s entre a et b en prenant a et b des nombres strictement positifs. Donc évidemment, pour intégrer ceci, j'ai plutôt intérêt à écrire ma puissance sous la forme t à la puissance moins s dt. Et ça s'intègre directement comme une fonction puissance. Donc on va récupérer ici 1 moins s sur 1 moins s. Tout ça pris entre a et b. Donc on s'aperçoit ici que comme s est strictement plus grand que 1, le terme 1 moins s ici, il va être strictement plus petit que 0. Donc ça veut dire que ce terme-là, quand vous remplacez t par n, c'est un terme qui va tendre a priori vers 0. Ce qui veut donc dire que cette fois-ci, contrairement à l'exemple précédent, la partie qui a l'air d'être intéressante, c'est la partie qui se situe à droite. Donc on va se contenter de regarder la partie à droite. Donc on va réaliser nos majorations. Voilà. Ceci va être majoré par, alors l'intégrale tout calcul fait, donc va nous donner cette valeur-là prise en n. Donc je vais évidemment, comme la puissance est positive au dénominateur, le placer au dénominateur. Donc n à la puissance s-1, moins la valeur en 1. La valeur en 1, c'est 1 sur 1 moins s. Voilà, donc ça, c'est une série à terme positif. La suite des sommes partielles est croissante. Elle est donc convergente si et seulement si elle est majorée. Donc si j'arrive à démontrer que cette suite est majorée, c'est terminé. Seulement cette suite, elle est bel et bien majorée. Et pourquoi? Tout simplement parce que la suite 1 sur 1 moins s n à la puissance s-1, cette suite-là est une suite qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Ce qui veut donc dire que la suite qui est ici est une suite qui est convergente. Or, vous vous rappelez, on a démontré dans le cours sur les suites de début d'année que toute suite convergente est majorée, elle est même bornée. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est que cette suite est majorée. Donc, comme toute suite convergente est majorée, je peux bien dire qu'il existe un nombre grand M strictement positif, tel que j'ai cette majoration-là qui soit valable pour tout n supérieur ou égal à 2. Moralité, la suite de termes général somme pour n supérieur ou égal à 2 de 1 sur n à la puissance s est une série à termes positifs dont la suite des sommes partielles est majorée. Donc la série de termes général 1 sur n à la puissance s où n est plus grand que 2 est une série qui est donc convergente. Vous allez me dire, oui mais là le point de départ c'était 1, c'était pas 2. Je vous rappelle que la nature d'une série ne dépend pas des premiers termes du terme général. Donc cette série-là converge, si et seulement si cette série-là converge. Comme ici l'objectif n'est pas de calculer la somme, mais juste de pointer la nature de la série, eh bien ce résultat-là nous permet d'obtenir la nature des séries de Riemann selon les valeurs de S. Nous venons donc de démontrer le théorème des séries de Riemann, à savoir si S est un nombre réel, la série de termes général 1 sur n puissance n converge si et seulement si S est strictement plus grand que 1. Donc on voit que finalement la somme harmonique, c'est la somme qui fait la jonction entre les séries convergentes et les séries divergentes. Donc si j'ose dire, c'est la série de Riemann divergente avec le plus grand exposant possible. Le plus grand exposant possible, ce sera donc 1. Donc elle est à la frontière entre les deux. C'est pour ça qu'on cherchera à en savoir un petit peu plus sur cette fameuse série qui est juste limite entre la convergence et la divergence.
Alors ce théorème sur les sommes de Riemann, il est essentiel et il vient un petit peu étoffer les séries convergentes que l'on connaît. Je vous rappelle que jusqu'à présent, on a les séries géométriques avec des raisons de modules strictement plus petits que 1, la fameuse série des exponentielles, là, et les séries de Riemann. On en verra d'autres dans le fil du cours, mais c'est les 3 séries exigibles du programme de première année. Donc celles-là, il faut absolument les maîtriser parfaitement. Et on va les utiliser dès le prochain cours sur les séries. Voilà. Ah, on s'arrête là sur les séries, ça sera déjà pas mal. Travaillez bien toutes les démonstrations que j'ai faites ici, notamment les comparaisons intégrales. Il faut vous assurer que vous êtes capable de faire ça sans coup férir.